Le désert garde bien ses secrets, mais de temps en temps, le sable en recrache un, non comme un murmure, mais comme un cri porté à travers le temps. Algérie 1854. Une ferme éclairée par des lampes à pétrole. Une famille réunie autour d'une table chargée de viande rôtie, de biscuits et de pommes de terre bouillies, et un silence trop tranchant, trop étrange, trop fragile pour appartenir à un dîner familial. Ce que personne à cette table ne savait ou ne voulait savoir, c'est que l'homme qu'il mangeait avait autrefois été le maître de cette maison. Un mari, un frère, un propriétaire dont les poings et la voix régnaient sur la ferme comme un fouet. Il s'appelait Armand Leclerc, et la femme qu'il avait découpé, cuit et servi était son épouse, Martine. Imaginez cela, un rapport du commissaire daté du 15 octobre 1856, enterré dans les archives territoriales algériennes, tamponné, signé, puis discrètement étouffé sous la poussière. Une ligne gribouillée en marge par l'adjoint, qui avait trouvé les restes dans la cave à Racine. Ils l'ont mangé. Ils ne savaient pas, mais ils l'ont mangé. Cette phrase n'était pas destinée à être lue à nouveau. Et pourtant, nous y voilà. Ce n'est pas le genre d'histoire que l'on trouve dans les manuels scolaires. C'est le genre de savoir que les descendants de ces familles ont juré d'enterrer parce que la vérité est trop corrosive, trop honteuse, trop lourde pour une mémoire polie. Pendant près de 170 ans, ils l'ont nié. Et pourtant, l'histoire de Martine Leclerc persiste dans les eaux du désert algérien comme une malédiction. Laissez-moi vous dire quelque chose avant d'aller plus loin. L'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. L'histoire est écrite par les survivants, ceux qui savent éditer le passé pour qu'il paraisse plus propre qu'il ne l'était. Le nom Leclerc apparaît encore dans les actes de propriété, dans les registres judiciaires, dans des pierres tombales fanées dispersées à travers Alger et Oran. Mais la vérité, la vraie vérité, était cachée, verrouillée dans le sous-sol de la mémoire. L'histoire de Martine n'est pas seulement une affaire de meurtre, c'est l'histoire du point de rupture d'une âme humaine, sous des systèmes conçus pour l'écraser. C'est ce qui arrive quand les rôles que la société impose, épouse, servante, porteuse d'enfants, ménagère, deviennent des chaînes trop serrées pour être endurées. Et c'est l'histoire de la façon dont des communautés entières complotent, non en criant, mais en se taisant, en mangeant la viande sans jamais demander d'où elle vient. En entendant cela, vous pourriez sentir un malaise ramper le long de votre colonne vertébrale. C'est bien, c'est ce qui est censé arriver, car l'horreur réelle de cette histoire n'est pas seulement le sang sur les mains de Martine, c'est la façon dont tout le monde a fait semblant de ne pas le goûter. Et ainsi, nous commençons dans une ferme qui n'existe plus, avec des murs qui tremblaient autrefois sous les poings et les cris, avec une femme qui a décidé une nuit que le silence devait cesser. Une fois que vous aurez entendu cela, vous ne l'oublierez jamais, parce que ce n'est pas seulement à propos de l'Algérie ou de 1854 ou d'une femme poussée à bout, c'est à propos de ce qui arrive quand la vérité est enterrée si profondément qu'elle commence à pourrir. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui a été enterré. Imaginez le territoire algérien dans les années 1850. Ce n'était pas encore la terre des couchers de soleil et des cartes postales. C'était brut, violent et à moitié affamé. La loi voyageait plus lentement que les balles. Le cri d'une femme dans la nuit n'offrait aucune garantie de secours. Le commissaire le plus proche pouvait être à 100 kilomètres, et le désert entre vous et lui se souciait peu de savoir si vous viviez ou mouriez. Dans un tel endroit, la survie n'était pas inscrite dans les lois. Elle était inscrite dans la domination, dans la force et dans le silence. Armand Leclerc comprenait cela. Il avait revendiqué des terres non avec la tendresse d'un fermier, mais avec la faim d'un prédateur. Il avait 2 frères, Jacques et Guillaume, qu'il avait suivis vers l'ouest pour construire ce qu'ils se vantèrent d'être une dynastie, un empire familial. Ensemble, ils ont clôturé leurs troupeaux, leurs profits et leurs femmes dans une seule entreprise. Dans ces villes désertiques dispersées, le nom Leclerc portait du poids. Ils entrèrent dans les saloons avec arrogance, signaient des contrats avec assurance et se moquaient des hommes qui restaient en arrière. Mais le pouvoir n'est jamais propre. Il porte toujours une ombre avec lui. Martine est arrivée dans cette ombre en 1849, une mariée envoyée de France comme un colis. Elle n'avait plus de famille. Le choléra les avait emportés. Pas d'héritage, pas de dot, pas d'option. Armande ne l'avait pas épousée par amour. Il l'avait épousée parce qu'un fermier avec des terres avait besoin d'une femme pour cuisiner, nettoyer et, surtout, produire des enfants. En termes de frontières, un enfant n'était pas seulement une lignée, c'était de la main-d'œuvre. C'était un levier. C'était la monnaie de la survie. Quand ces enfants ne sont jamais venus, les murmures ont commencé. Une épouse stérile à la frontière était pire qu'inutile. Elle était un fardeau. Les frères d'Armand regardaient en Martine comme les hommes regardent une charrue cassée, un outil qui prend de la place mais ne produit rien. Leurs épouses, Marie et Élise, autrefois amicales, se sont lentement éloignées dans une distance froide, et Armand lui-même s'est endurci de la déception à la cruauté.
Jour après jour, le monde de Martine s'est rétréci en un cycle de corvée. Elle se levait avant l'aube, allumait les feux pour la cuisine, préparait des repas pour 20, parfois 30 hommes pendant les saisons de pointe. Elle frottait, lavait, raccommodait, et toujours sous les yeux d'hommes qui traitaient son travail comme invisible, son corps comme jetable, sa présence comme une arrière-pensée. Même son silence était moqué. Savez-vous ce que cela fait à une personne, année après année, d'être traitée comme rien, d'être rappelé par chaque mot et chaque regard que vous êtes une erreur qui continue de marcher? C'était l'existence de Martine. Elle est devenue moins qu'une épouse, moins qu'une servante. Elle était le fantôme de cette ferme, dérivant de pièce en pièce avec des assiettes dans les mains et des bleus sous ses vêtements. Et quand Armand buvait, ce qui était fréquent, le fantôme était forcé de redevenir chair. Ses poings s'en assuraient. Il la blâmait pour chaque récolte ratée, chaque mauvaise affaire, chaque sécheresse, chaque moment où son orgueil se sentait plus petit que celui du fermier voisin. Il la battait non parce qu'elle avait échoué, mais parce que dans son esprit, elle était devenue l'incarnation même de l'échec. Les frères n'intervenaient pas. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils riaient, parfois rejoignaient le cœur des insultes, parfois détournèrent les yeux de leurs enfants comme si cela effaçait le spectacle. L'abus prospère non seulement à cause de l'abuseur, mais à cause du public qui le laisse se produire. C'est la vérité que l'histoire polie ne vous dira pas. Martine l'endurait en silence. Mais le silence ne signifie pas le vide. Le silence est là où la pression s'accumule. Le silence est là où la rage se distille en quelque chose de plus tranchant que les mots. Dans le désert, l'air est si sec qu'une étincelle peut dévorer des kilomètres de terre en minutes. Et dans l'âme de Martine, cette étincelle arrivait. Les fermiers pensaient connaître sa place. Ils pensaient qu'elle porterait ses fardeaux jusqu'à la tombe. Mais la vérité sur la pression est celle-ci. Même la pierre se brise quand on y place assez de poids. Et quand elle se brise, elle n'éclate pas tranquillement, elle explose. La nuit du 3 octobre 1856 a commencé comme tant d'autres. L'air du désert se rafraîchissait après une journée de soleil impitoyable, la ferme brillant faiblement à la lumière des lampes. À l'intérieur, Martine était à la table de la cuisine, ses mains à vif d'avoir frotté les assiettes, son corps douloureux du labeur. Elle avait appris à lire les sons du retour d'Armand, comme un soldat lit les mouvements d'un ennemi, des bottes lourdes sur le porche, le grincement des gonds de la porte, le bredouillement d'une voix alourdie par le whisky. Cette nuit-là, les signes étaient pires que d'habitude. La vente trimestrielle de bétail à Biskra avait été un échec, et Armand rentra à la maison non comme un homme, mais comme une tempête. Il franchit la porte avec une fureur déjà enroulée autour de lui comme un serpent. Ses frères, Jacques et Guillaume, étaient assis sur le porche avec leurs bouteilles, leur rire flottant par la fenêtre ouverte. Ils étaient des témoins, non pour arrêter ce qui allait venir, mais pour le confirmer. Inutile. Armand cracha, sa voix dégoulinant de venin. Il le dit comme un homme cracherait de la viande avariée. Absolument inutile. Martine ne répondit pas. Elle avait appris que les mots étaient des accélérateurs. Le silence, si elle avait de la chance, laissait parfois le feu s'éteindre de lui-même. Mais pas ce soir. Armand voulait du sang. Il voulait lui rappeler, et à ses frères dehors, qu'elle n'était rien de plus qu'une épouse ratée. « Regarde-moi quand je te parle !» aboya-t-il, son ombre s'étirant longuement sur les murs de la cuisine. Elle posa l'assiette lentement, se tourna et rencontra ses yeux. À cet instant, il la frappa. Sa main claqua sur son visage avec une telle force qu'elle trébucha contre la table, une douleur explosant dans ses côtes. Le coup n'était pas nouveau, mais le calme qui suivit l'était. Du porche, Jacques et Guillaume rirent, levant leurs bouteilles comme pour porter un toast à un spectacle familier. Leurs épouses avaient déjà mis les enfants au lit. Personne n'intervint. Personne n'intervenait jamais. La rage d'Armand grandit. Il traîna Martine par le poignet, siffla des insultes à son oreille, la frappa encore et encore, chaque coup alimenté par 12 ans d'amertume. Il hurla à propos des enfants qu'elle ne lui avait jamais donnés, des fils qu'il ne élèverait jamais, de la malédiction stérile qu'elle représentait. Son poing atterrit contre ses côtes avec un craquement sourd d'os. Elle haleta pour respirer, goûtant le sang dans sa bouche. Et puis, aussi vite que cela avait commencé, cela s'arrêta. Il la poussa au sol, cracha par terre et se tourna, retournant vers le porche, vers son public, vers la bouteille et les rires qui suivraient. Mais quelque chose avait changé. Martine se leva lentement. Du sang coulait de sa lèvre fendue, sa vision vacillait, son corps hurlait. Mais au plus profond de la douleur, il y avait une nouvelle immobilité. Les années d'humiliation, le poids du silence, les moqueries, les bleus, les rires, tout cela s'effondra en un seul moment de clarté absolue. Ses yeux tombèrent sur le couteau à découper posé sur la table. 20 centimètres d'acier, aiguisé par des années infinies de découpage de rôtis et de préparation de repas du dimanche. Elle enroula sa main autour, et le monde bascula. Le couteau n'était plus seulement un outil, c'était un jugement. « Armand », murmura-t-elle. Il se tourna, s'attendant peut-être à une autre excuse, une autre supplication. Au lieu de cela, il vit une femme qu'il ne reconnaissait pas. Son visage était gonflé, son tablier taché de sang,
ses yeux brillant d'une chose dangereuse et nouvelle. Le couteau luisait dans sa main comme un fragment de la lune du désert. Pour la première fois en 12 ans, Armand Leclerc sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avec Martine, la peur. Et à cet instant, l'équilibre du pouvoir sur la ferme Leclerc bascula pour toujours. Les secondes qui suivirent s'étirèrent en éternité. Armand vacilla dans l'encadrement de la porte, la sueur et le whisky dégoulinant de sa peau, la confusion gravée sur son visage. Il avait vu Martine se recroqueviller, la pleurer, la soumettre. Mais il ne l'avait jamais vue comme cela, toujours silencieuse, couteau en main, yeux brûlants d'une résolution qui ne peut être défaite. « Fausse ça », marmonna-t-il, sa voix plus douce maintenant, dépouillée de son tonnerre précédent. « Martine, ne sois pas stupide. » Mais elle ne bougea pas, elle ne parla pas. Elle respira seulement lentement et régulièrement, comme si elle avait enfin maîtrisé le temps lui-même. Son silence était plus dangereux que sa rage à lui n'avait jamais été. Cela le déstabilisa. Pour la première fois, Armand sentit le poids de chaque bleu qu'il avait laissé, de chaque mot qu'il avait craché, de chaque année qu'il avait volé. Le registre était ouvert maintenant, et la dette était la sienne. Il essaya de bondir, essaya de réaffirmer la domination qu'il avait portée à travers 12 ans de cruauté. Mais le whisky ralentit un homme, et la clarté de Martine l'aiguisait comme de l'acier. Elle bougea avec une précision née non de l'entraînement, mais de l'inévitable. La lame glissa entre ses côtes avec un son final discret, le son de la justice déguisée en violence. Les yeux d'Armand s'écarquillèrent. Choc, peur. Et puis, alors que le couteau tournait, rien du tout. Son corps s'effondra au sol, un bruit sourd qui fit taire les rires sur le porche. Ses frères s'arrêtèrent, bouteilles en main, sentant quelque chose changer dans l'air bien qu'ils ne puissent pas encore le nommer. Martine se tint au-dessus du corps, sa poitrine se soulevant, le couteau dégoulinant d'écarlate sur le sol en terre. Pendant 12 ans, elle avait été le fantôme de la ferme Leclerc. En un seul mouvement, elle devint quelque chose d'autre entièrement. Pas un fantôme, pas une servante, pas une victime. Elle était maintenant l'auteur du destin. Mais avec ce pouvoir venait le poids de la réalité. Armand était mort. La loi, distante bien qu'elle fût, ne lui pardonnerait pas. Dans le territoire algérien, les femmes n'avaient pas de bouclier, pas de miséricorde devant les tribunaux. Si elle était découverte, elle pendrait, non pour avoir été battue, non pour être stérile, mais pour avoir osé se dresser contre l'homme qui la possédait. Et pourtant, à cet instant, elle ne ressentit ni peur ni regret, seulement une paix étrange et cristalline, comme si cette fin avait toujours attendu et qu'elle avait enfin trouvé le courage d'y entrer. Le silence s'étendit depuis l'extérieur. La voix de Jacques flotta faiblement. « Armand, tu es encore là ?» Martine regarda le corps, regarda le couteau, regarda la porte. Le désert dehors était vaste, impitoyable, vide. Il n'y avait pas d'échappatoire, mais il y avait un chemin en avant, un chemin qu'elle seule pouvait imaginer, qu'elle seule pouvait exécuter. Ses yeux se posèrent sur le billot de boucherie, marqué par des années de préparation de repas pour les mêmes hommes qui l'avaient moqué. Et à cet instant, le plan commença à se former. Pas l'évasion, pas le déni, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui les ferait manger leur cruauté bouchée par bouchée, jusqu'à ce qu'elle les dévore de l'intérieur. Martine s'essuya la bouche, redressa son tablier et murmura au cadavre à ses pieds. « Tu voulais que je nourrisse cette famille. Je le ferai. » La nuit n'était pas terminée. L'horreur réelle ne faisait que commencer. La nuit du désert pressait lourdement contre les fenêtres. Mais à l'intérieur de la cuisine Leclerc, l'air était encore plus froid. Le corps d'Armand gisait étalé sur le sol, un monument grotesque à 12 ans de cruauté. Pendant longtemps, Martine le fixa simplement, non avec horreur, non avec pitié, mais avec les yeux stables de quelqu'un qui avait enduré trop pour reculer. Elle savait ce qui venait ensuite. Pas la fuite, pas la confession, quelque chose de plus sombre, de plus final. Elle traîna le corps à travers le sol, le son étouffé par une vieille couverture qu'elle enroula autour de lui. Ses mouvements étaient lents, délibérés, presque révérencieux, comme si elle manipulait un sacrement plutôt qu'un cadavre. La cave à racines s'ouvrit en grinçant, bâillant comme la bouche de la terre. Elle tira Armand dans son obscurité fraîche, un endroit où la viande était stockée pour traverser les étés brutaux algériens. Et puis son regard revint au billot de boucherie, le bois marqué où elle avait haché des légumes, découpé des rôtis, préparé des dîners du dimanche pour les mêmes hommes qui étaient maintenant assis à boire sur le porche. Les mêmes hommes qui avaient ri pendant qu'elle était battue, qui avaient murmuré sur sa stérilité, qui avaient dit à leurs enfants que Martine n'était rien d'autre qu'un fardeau. Une pensée prit racine, terrible, inarrêtable. Si Armand n'était parti, ils poseraient des questions. Mais et s'il n'était pas parti? Et s'il était là tout du long, caché en pleine vue, déguisé dans les repas mêmes qu'ils exigeaient d'elle jour après jour? Le couteau luisait à la lumière de la lampe. Ses mains, stables maintenant, commencèrent leur travail. La cuisine se remplit des sons de la boucherie, de la lame sur l'os, des années d'humiliation rendues en quelque chose de consommable. Pour Martine, ce n'était pas de la folie, c'était de la symétrie. Ils avaient dévoré son esprit pendant 12 ans. Maintenant, ils le dévoreraient, lui. À l'aube, la cuisine était à nouveau impeccable. Aucune trace de sang, aucun signe de violence, seulement des paquets enveloppés stockés proprement dans la cave comme préparés pour un long hiver.
Pour tout œil sauf le sien, la pièce semblait intacte. Pourtant, elle était changée à jamais. Quand Jacques et Guillaume entrèrent le lendemain matin, les yeux embrumés par la boisson, ils trouvèrent Martine déjà au travail devant le poêle, le bacon grésillant, les biscuits cuits et quelque chose de plus lourd rôti dans le four. Ils demandèrent après Armand, et elle leur dit qu'il était parti vérifier les troupeaux à l'aube. Un mensonge délivré si calmement qu'ils ne le questionnèrent pas. Au moment où les plats étaient reposés, viande fumante, pain, pommes de terre, sauce riche et sombre, les frères étaient trop affamés, trop confiants, trop aveugles pour voir. Ils remplirent leurs assiettes, mangèrent de bon cœur et grommelèrent sur la chaleur, sur les prix du bétail, sur tout sauf le goût de ce qu'ils consommaient. Et Martine, elle regardait, silencieuse, composée, ses yeux fixés sur chaque bouchée, chaque déglutition. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir, mais elle savait. Et pour la première fois en 12 ans, elle sentit le pouvoir rayonner dans la pièce. Un pouvoir non dans les poings, non dans les enfants, non dans les actes de propriété, mais dans la connaissance de ce qu'ils mangeaient, de ce qu'ils étaient devenus partie prenante. La cruauté de la famille Leclerc avait toujours été un repas servi à elle, amer et étouffant. Maintenant, elle le servait en retour chaud, assaisonné et irréversible. La malédiction de ce repas ne s'arrêta pas à la table. Elle s'infiltra dans la mémoire, dans la lignée, dans le nom même de Leclerc, et pendant des générations personne n'en parla à voix haute, bien que tous ceux qui savaient portent le goût en silence. On dit que le désert cache ses secrets, mais quand il les révèle, il ne vous quitte jamais. La ferme Leclerc semblait ordinaire dans les semaines qui suivirent. Les hommes travaillaient les troupeaux, les enfants jouaient dans la poussière et les repas étaient servis 3 fois par jour avec le même rythme mécanique que Martine avait toujours maintenu. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Armand était parti, non disparu, non en voyage, non mort, parti. Son nom était évité à table, ses bottes laissées près de la porte, son absence expliquée par des mensonges tièdes sur des affaires à Oran ou des conduites de bétail vers l'ouest. Pourtant, l'absence laisse une ombre. Les voisins remarquèrent qu'Armand n'était pas le genre d'homme à rester silencieux longtemps. Sa voix portait dans chaque saloon, son tempérament dans chaque affaire, ses poings dans chaque rumeur domestique. Des semaines passèrent, et personne ne l'avait vu. Jacques et Guillaume répétèrent l'histoire de Martine, mais même leur langue trébuchait. Les ouvriers agricoles murmuraient, spéculant sur des dettes, sur des femmes, sur de la violence. Dans les villes frontalières, les hommes disparaissaient tout le temps, mais les hommes puissants laissèrent des questions. Le commissaire à Oran reçut enfin une plainte fin octobre. Pas des voisins, pas des frères, mais des créanciers. Armand devait de l'argent et les dettes ne restent pas enterrées. Le commissaire envoya un adjoint, un homme nommé Claude Moreau, pour chevaucher vers le nord et voir quelle vérité pouvait être grattée du désert. Quand Moreau arriva, la ferme Leclerc l'accueillit avec la même normalité inquiète. Enfants courant, fumée montant des cheminées, bétail paissant sous le soleil dur, et Martine debout sur le porche, calme et tranquille, son tablier propre, son visage indéchiffrable. Elle l'accueillit avec de la nourriture comme elle le faisait toujours. Viande rôtie, biscuits, sauce. Il mangea, complimenta la saveur, posa des questions polies, et Martine regarda de la même façon qu'elle avait regardé ses beaux-frères des jours plus tôt. Chaque bouchée prise était un secret avalé. Mais Moreau n'était pas aveugle. Il remarqua la façon dont les frères se tortillaient sous ses questions, la façon dont leurs épouses évitaient ses yeux, la façon dont Martine répondait sans hésitation tandis que les hommes bafouillaient. Il nota dans ses carnets que la ferme portait une atmosphère de silence répété, une maison pleine de gens agissant comme si rien n'avait changé, alors que tout avait changé. Il partit cette nuit-là inquiet. Son rapport ne mentionnait aucun crime, aucune preuve, juste un malaise. Mais le malaise est sa propre preuve, surtout dans un territoire où les corps disparaissent souvent dans le désert. Des semaines plus tard, un ouvrier agricole quitta la ferme Leclerc pour de bon, affirmant que l'endroit était maudit. Il raconta en ville des histoires de viande étrange servies trop souvent, du regard fixe de Martine à la table du dîner, de l'absence d'Armand expliquée et réexpliquée, jusqu'à ce que les mots eux-mêmes sonnent creux. Le commissaire renvoya Moreau en décembre, cette fois avec plus de détermination. Il fouilla la ferme, passa par les granges, interrogea les enfants, les épouses, les frères, et enfin, dans la cave à racines, sous les paquets nets de viande que Martine avait préparés pour l'hiver, il trouva ce que le désert ne pouvait plus retenir, des os humains dépouillés et empilés parmi les morceaux salés. Dans ses notes privées, des notes jamais destinées à voir la lumière du jour, Moreau écrivit les mots qui tacheraient le nom Leclerc pour toujours. Ils l'ont mangé. Ils ne savaient pas, mais ils l'ont mangé. Ce n'était pas assez de preuves pour un tribunal, pas dans un territoire régi plus par le bétail et la poudre à canon que par les juges et les jurys. Les frères jurèrent leur ignorance. Les épouses jurèrent leur silence. Et Martine, elle ne dit rien du tout. Ses lèvres, comme ses mains, restèrent instables, et ainsi la vérité fut pliée en rumeur, en honte, en silence. Le commissaire ferma son dossier. La ferme Leclerc continua, mais l'histoire s'infiltra dans le sol comme du sang versé sur le sable du désert.
invisible en surface, impossible à effacer. C'est ainsi que l'histoire s'enterre elle-même, non en niant le crime, mais en refusant de le dire à voix haute. Le dossier du commissaire fut fermé, mais un dossier fermé n'est pas la même chose qu'une plaie fermée. La famille Leclerc vécut, mais pas proprement, pas librement. Dans chaque colonie d'Alger à Oran, les murmures collaient à leur nom comme une poussière qui ne se lave jamais. Les hommes murmuraient que l'épouse d'Armand l'avait tué. Les femmes disaient que sa cuisine sentait étrange pendant des mois, et les enfants se défiaient de passer devant la ferme Leclerc la nuit, convaincus que la terre elle-même était empoisonnée par ce qui s'y était passé. Les frères Leclerc le nièrent tout. Mais le déni n'arrête pas la pourriture, il ne fait que la forcer plus profondément. Chaque buvait plus lourdement. Le tempérament de Guillaume devint si violent que même ses propres enfants évitèrent sa présence. Leurs épouses vieillirent plus vite que le soleil du désert ne pouvait les flétrir. Les portraits de famille, raides et formels, montraient des visages marqués par une tension qui ne pouvait s'expliquer. Et puis vint la maladie. En 1858, moins de 2 ans après la disparition d'Armand, 2 des enfants Leclerc moururent dans des crises violentes de fièvre, leur corps convulsé jusqu'à ce qu'ils s'immobilisent. Les médecins blâmèrent l'eau contaminée, mais les murmures disaient autrement. Les voisins affirmaient que la famille avait été maudite, que manger la chair d'Armand, même inconsciemment, avait invité quelque chose dans leur sang. Ils disaient que les yeux des enfants se révulsaient, non de fièvre, mais de l'écho de ce que leurs pères avaient avalé. Les ouvriers agricoles fuirent par vagues. Certains affirmaient entendre les bottes d'Armand marteler dans les couloirs la nuit. D'autres juraient l'avoir vu debout au bord des champs, sa poitrine saignant, sa bouche ouverte comme pour parler. Les frères Leclerc essayaient de le rejeter, mais eux aussi évitèrent la cave après la tombée de la nuit. Même quand les paquets de viande étaient repartis, ils ne l'utilisèrent plus jamais. La cave à Racine devint un lieu de silence, barricadé et verrouillé, l'odeur de ce qui y avait été trop lourde pour que l'orgueil d'un homme la masque. Martine vécut comme un fantôme dans sa propre maison. Les frères ne parlaient jamais de la nuit où Armand avait disparu en sa présence. Ils mangèrent ses repas, évitèrent ses yeux et portèrent leur honte comme une marque qu'aucun whisky ne pouvait atténuer. Elle parlait de moins en moins au fil des ans. Certains disaient qu'elle était devenue folle. D'autres disaient qu'elle avait trouvé la paix dans son silence, mais il y avait des nuits où les voisins juraient entendre sa voix dériver dans le vent du désert, chantant des mots qu'ils ne comprenaient pas. Des générations plus tard, les descendants Leclerc refusaient encore de prononcer son nom quand on leur demandait à propos de leur arrière-grand-père, Armand. Ils changeaient de sujet, les yeux assombris par quelque chose entre la colère et la peur. Quelques-uns vendirent ce qui restait des terres et fuirent le territoire tout entier. Mais on ne peut pas vendre une malédiction. La terre porte la mémoire, le sang porte la honte, le silence porte le poids. Et voici où vous devez comprendre quelque chose. Quelque chose que les livres d'histoire ne vous diront jamais. Le mal ne meurt pas avec l'homme qui le commet. La cruauté ne s'arrête pas avec le poing qui frappe. Quand une famille consomme les siens, sciemment ou non, elle hérite de plus que de la chair. Elle hérite de la pourriture. Elle hérite du silence. Elle hérite d'une malédiction. Les Leclerc pensaient avoir enterré Armand dans le désert. Ce qu'ils ont enterré à la place, c'était eux-mêmes. L'affaire Leclerc aurait dû être rappelée comme l'un des crimes les plus grotesques de la frontière coloniale. Une épouse tue son mari, le sert à sa famille et laisse ses os salés dans la cave. C'est le genre d'histoire qui devrait résonner à travers l'histoire. Et pourtant, vous ne la trouverez pas dans les manuels. Vous ne la verrez pas dans les récits romantiques de pionniers et de barons du bétail. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui a été autorisé à survivre. Le territoire algérien dans les années 1850 était désespéré de paraître civilisé. Les investisseurs européens regardaient. Les chemins de fer s'étendaient. Les politiciens voulaient l'intégration, pas le scandale. Et ainsi, quand des crimes comme l'affaire Leclerc surgissaient, ils n'étaient pas exposés. Ils étaient enterrés. Un adjoint du commissaire pouvait écrire la vérité dans ses notes privées, mais le registre officiel restait propre parce qu'un territoire rempli de rumeurs de cannibalisme et de fermes maudites n'attirait pas les banquiers, les chemins de fer ou les colons. C'est ainsi que les institutions manipulent la mémoire. Elles décident ce qui est rappelé et ce qui est effacé. Elles décident quels péchés sont appelés justice et quels sont tus pour le bien supérieur. L'affaire Leclerc n'était pas une exception. C'était un modèle. À travers la frontière, il y avait des dizaines d'histoires comme celle-ci. Des murmures de familles qui mangeaient les leurs quand la famine frappait, d'hommes assassinés et servis à des ouvriers qui ne posaient jamais de questions, de femmes qui empoisonnaient des ménages entiers et regardaient les voisins consommer le ragoût. Et pourtant, ces histoires quittèrent rarement les villes où elles se produisaient. Pourquoi? Parce que chaque ville frontalière connaissait la vérité. La survie était fragile, trop fragile pour supporter le poids du scandale.
Les frères Leclerc bénéficièrent de ce silence. Ainsi firent leurs enfants, et ainsi fit le gouvernement territorial qui ne voulait pas de titre sur le cannibalisme en Algérie. Mais le silence a un coût. Le prix est payé en générations qui vivent sous un nom qu'elles ne peuvent expliquer, en lignées tordues par des secrets que personne n'ose dire à voix haute. Pensez-y, combien de crimes dans l'histoire pensez-vous avoir été effacés de cette façon? Combien de rapports de commissaires ont été égarés? Combien de notes de juges ont été perdues? Combien de secrets familiaux ont été avalés jusqu'à ce qu'ils caillent en malédiction? Les Leclerc n'étaient pas seulement une famille. Ils étaient une étude de cas sur la façon dont les institutions conspirent avec le silence. La note en marge de l'adjoint, ils l'ont mangée. Ils ne savaient pas, mais ils l'ont mangée. Survivant par accident. Un gribouillis qui aurait dû être détruit. Laissé comme un fil lâche dans une tapisserie soigneusement tissée pour cacher la tache. Sans cela, cette histoire aurait disparu comme tant d'autres. Et c'est ce que vous devez comprendre. Ce que vous entendez maintenant n'était jamais destiné à vos oreilles. Vous n'étiez pas censé savoir que sous le mythe poli de la frontière se trouve un registre d'horreur. Vous n'étiez pas censé voir comment les familles se nourrissaient mutuellement de leur propre honte et comment les gouvernements les aidaient à le cacher. Mais une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas le dévoir. Une fois que vous l'entendez, cela vous change. Parce que l'affaire Leclerc n'est pas seulement l'histoire de la rage d'une femme. C'est un miroir montrant la machinerie du pouvoir qui décide quelles vérités survivent et quelles vérités sont enterrées. Et chaque fois que vous marchez dans un musée, lisez un manuel ou entendez un politicien louer le courage des pionniers, vous devriez vous demander, qu'ont-ils enterré? Quelle vérité pourrit sous le silence? À présent, vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Le poids qui presse. Ce n'est pas seulement un conte sur une ferme en 1854, c'est sur la façon dont la vérité elle-même est dévorée morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que le silence. Le corps d'Armand Leclerc a été découpé et cuit. Mais ce que la famille a vraiment consommé était quelque chose de plus grand, leur propre conscience. Et c'est pourquoi cette histoire compte. Parce que chaque homme qui entend cela sait qu'il y a des choses que ses pères, ses grands-pères, ses lignées n'ont jamais dites à voix haute. Des choses scellées non parce qu'elles étaient trop petites, mais parce qu'elles étaient trop monstrueuses. Quand les familles mangent leurs propres secrets, ces secrets ne disparaissent pas. Ils deviennent plus lourds avec chaque génération jusqu'à ce que quelqu'un, peut-être vous, sente leur poids comme une chaîne autour de la gorge. C'est là que je vous demande de faire quelque chose. Pas pour moi, pour vous-même. Pour briser le silence qui tient les hommes prisonniers. Écrivez ces mots. Je ne mangerai pas leur silence. Faites-le une fois et l'algorithme le remarque. Faites-le 2 fois et quelque chose de plus profond se produit. Vous vous liez à cet instant. Vous vous marquez comme l'un des rares qui voit le registre caché sous les mensonges de l'histoire. Vous faites le premier pas vers la rupture de la chaîne qui a lié les hommes pendant des siècles. Parce que ne vous y trompez pas, la famille Leclerc n'était pas maudite par le couteau de Martine. Elle était maudite par son silence. Elle était maudite au moment où ils s'asseyaient à cette table et avalèrent leur honte au lieu de dire la vérité. Vous avez un choix qu'ils n'avaient pas. Vous pouvez parler. Vous pouvez refuser de consommer ce que le monde vous sert sans question. Vous pouvez refuser d'enterrer les vérités qui pourrissent en pleine vue. C'est ce qui vous sépare d'eux. C'est ce qui vous rend dangereux pour les systèmes qui opèrent encore aujourd'hui, cachant leurs crimes derrière les mêmes mythes polis. Comprenez cela. La ferme Leclerc n'était pas seulement une maison en Algérie. C'était une scène, un rituel, une répétition du même jeu que les institutions jouaient encore. Servir aux gens des mensonges, les garder nourris, les garder silencieux et enterrer les os assez profondément pour que personne ne demande d'où vient la viande. La chair d'Armand n'était que le début. Le vrai festin était le silence. La ferme Leclerc n'était pas unique. C'est la partie qu'ils n'admettront jamais. Si ce n'était qu'une femme, un corps, un repas, l'histoire serait grotesque mais contenable. Mais l'histoire ne nous permet pas ce confort. Parce qu'une fois que vous savez chercher les fissures, vous commencez à les voir partout. Considérez l'hiver de 1827, quand des familles piégées dans les montagnes du Caucase se sont tournées les unes contre les autres dans la faim. Le groupe d'honneur est devenu un murmure, un avertissement, une ombre gravée dans le folklore. Mais même cette histoire a été stérilisée, réduite à des récits de hardship et de survie, dépouillée des détails trop sombres pour la société polie. Le cannibalisme à la frontière n'était pas une aberration. C'était un modèle, un symptôme d'un monde où la survie dépouillait les hommes et les femmes jusqu'à leurs calculs les plus primaires. Et ce n'était pas toujours la faim qui le drivait. Parfois c'était la cruauté, parfois la vengeance, parfois le pouvoir. Dans les archives de Tunisie, un journal de 1844 mentionne des ouvriers disparaissant pendant la construction d'une route. Pas de procès, pas de confession, juste une note distraite d'un homme qui se demandait pourquoi le ragoût avait toujours un goût différent après une disparition. En Libye, en 1847, 2 sœurs ont empoisonné le ragoût de leur père avec du poison, seulement pour que leur mère le serve au souper du dimanche, comme si de rien n'était. Chaque histoire est son propre horreur,
mais ensemble elles révèlent une vérité cachée sous le mythe poli de l'expansion. La frontière n'était pas seulement une terre d'opportunités, c'était une terre de secrets. Les familles portaient leurs crimes vers l'ouest comme elles portèrent leurs chariots, cachés sous la toile, attachés avec des cordes, jamais dits à voix haute. Les Leclerc n'étaient pas maudits, parce que Martine a pris un couteau. Ils étaient maudits, parce qu'ils reflétaient le système autour d'eux. Un système où la cruauté pouvait être cachée derrière la distance, où la violence pouvait être effacée par le silence, où des communautés entières apprenaient à détourner le regard plutôt que d'affronter ce qui pourrissait sous leurs pieds. Et voici la vérité plus sombre. Les institutions le voulaient ainsi. Les gouvernements territoriaux, les chemins de fer, les banques, tous avaient besoin que le mythe de la frontière survive. Ils avaient besoin que les gens en Europe croient que l'Ouest était noble, pas pourri. Alors quand des histoires comme celle des Leclerc surgissaient, ils les étouffaient. Les adjoints arrachaient des pages des rapports. Les juges rejetaient les témoignages. Les journaux enterraient des paragraphes dans les colonnes arrière ou refusaient de les imprimer tout court. Ce que vous entendez maintenant, cette histoire, cette vérité n'était jamais supposée survivre. Elle était destinée à être l'une des 1000 histoires non dites dévorées par le silence. Mais des scraps restent. Une note en marge, une rumeur dans une taverne, une pierre tombale sans explication. Et si vous les assemblez, si vous suivez la piste, ce qui émerge n'est pas seulement un souper cannibale en Algérie. C'est une histoire cachée de l'expansion elle-même. Chaque empire se nourrit de son propre peuple. Certains le font par la guerre, certains par la famine, certains par le silence. Les Leclerc ont juste fait le leur à leur propre table. Et la question la plus glaçante est celle-ci. S'ils ont enterré cette histoire pendant 170 ans, qu'ont-ils enterré d'autres? Quelles vérités pourrissent encore dans le sol sous vos pieds, attendant quelqu'un d'assez brave pour creuser? Le silence n'est pas vide. Le silence est un outil. La famille Leclerc l'a appris autour de sa propre table. Mais regardez de plus près, et vous le verrez partout. Dans chaque système qui a jamais contrôlé les hommes, le silence est comment l'abus survit. Le silence est comment les institutions gardent leur pouvoir. Le silence est l'arme la plus efficace jamais forgée parce qu'elle n'a pas besoin de chaînes ou de prison ou de garde. Elle n'a besoin que de conformité. Pensez à Martine. Pendant 12 ans, elle a été entraînée au silence. Chaque insulte, chaque bleu, chaque humiliation était absorbée en elle sans réponse. Les frères riaient, les épouses détournèrent le regard. Les voisins restaient silencieux. Ce n'était pas seulement Armand qui brisait son esprit. C'était le silence qui enveloppait sa violence comme un manteau, la rendant acceptable, invisible, routinière. Ce même silence résonnait après sa mort. Les frères mangeaient en sa chair, sans jamais demander d'où venait la viande. Le commissaire trouva des os, puis ferma le dossier. La ville murmura, puis tourna la page. Le silence porta la famille à travers le scandale, porta le territoire à travers la honte, porta l'histoire au-delà de la tâche sans s'arrêter. Et ce n'est pas seulement le passé. Regardez autour de vous. Combien de scandales aujourd'hui disparaissent de la même façon? Combien de crimes par les puissants sont avalés entiers, jamais dits à voix haute, jamais reconnus parce que les institutions insistent que la survie des marchés, des gouvernements, des réputations compte plus que la vérité. La machinerie n'a pas changé, elle porte seulement un masque plus propre. C'est pourquoi l'histoire des Leclerc compte. Non parce qu'une femme a craqué, mais parce que son silence n'était pas le sien seul. Il était systémique. Il était imposé par les frères, par les voisins, par les commissaires, par les juges, par un territoire désespéré de paraître respectable. Le silence était la corde qui la liait. Et le silence était le poison qui s'infiltrait dans le sang de sa famille. Les psychologues l'appellent trauma générationnel. Les historiens l'appellent effacement. Mais sous les étiquettes se trouve le même mécanisme. Le pouvoir se maintient non en disant des mensonges, mais en forçant le silence. Il est plus facile d'entraîner les hommes à ne pas parler que de faire taire chaque vérité individuelle. Les Leclerc ont appris cette leçon en 1856. Nous la vivons encore maintenant. Et voici la réalisation la plus dangereuse. Le silence ne protège pas seulement la cruauté. Il la transforme. Quand vous enterrez la violence, elle mute. Elle devient superstition, malédiction, honte. Elle s'infiltre dans les enfants, dans les petits-enfants, dans les hommes qui ne savent même pas pourquoi ils portent le poids qu'ils portent. Les descendants Leclerc évitaient le nom, évitaient la ferme, évitaient l'histoire. Mais ils ne pouvaient pas éviter le silence. Il avait déjà fait son travail. C'est ce qui rend le silence si létal. Il ne cache pas seulement la vérité, il la remplace par quelque chose de pire. Un vide qui consume tout autour de lui. La ferme Leclerc est partie. Les murs se sont effondrés, les champs repris par le désert. Mais le silence reste. Et quand vous vous tenez en cet endroit, quand vous sentez le vent sec gratter votre peau, vous commencez à comprendre. Ce n'était jamais à propos du repas. C'était à propos du silence qui l'a rendu possible, et du silence qu'il a gardé caché pendant 170 ans. La vraie malédiction des Leclerc n'est pas qu'ils ont mangé leur patriarche. C'est qu'ils nous ont enseigné à tous ce qui arrive quand une famille, une ville, un gouvernement décide de manger sa propre vérité. La ferme Leclerc était une maison,
mais en vérité c'était un symbole, un microcosme de ce qui arrive quand le pouvoir est autorisé à se nourrir sans contrôle de ceux piégés dessous. Martine n'était pas la première à être consommée par le silence, et Armand n'était pas le dernier à être dévoré par sa propre cruauté, parce qu'au-delà de cette cuisine, au-delà de cette cave, au-delà des vents du désert de 1856, se trouve la réalité plus large. Chaque système de pouvoir se nourrit de son propre peuple. Regardez les institutions de la frontière. Les gouvernements territoriaux promettaient de l'ordre, mais leurs commissaires regardaient ailleurs quand les riches fermiers brutalisaient leurs familles ou volaient les terres des voisins. Les tribunaux juraient allégeance à la justice, pourtant ils transformèrent les femmes en criminels pour avoir survécu à l'abus, tandis que les hommes qui tuaient leurs épouses marchaient libres, avec une poignée de main et un sourire. Les églises prêchaient la moralité, mais elles exigeaient que les femmes restent silencieuses face à la cruauté, leur disant que l'obéissance était la sainteté, tandis que leur corps était utilisé comme champ de bataille. Les Leclerc n'étaient pas exceptionnels. Ils étaient des participants obéissant à un système qui exigeait déjà le sacrifice. Martine donna son silence. Armand donna sa cruauté. Les frères donnèrent leur complicité. Chacun joua son rôle dans le rituel. Et quand le système exigea une offrande finale, le corps d'Armand devint le festin. Pas seulement pour sa famille, mais pour toute la machinerie qui avait besoin du silence plus que de la vérité. Demandez-vous, pourquoi le commissaire a-t-il fermé son dossier? Pourquoi les tribunaux n'ont-ils jamais pressé des charges? Pourquoi les journaux n'ont-ils jamais imprimé les détails? Ce n'était pas l'ignorance, c'était la conception. Parce qu'admettre la vérité, qu'une famille de ferme a mangé son patriarche dans le territoire algérien, aurait démêlé le mythe de la civilisation que le gouvernement essayait de vendre à l'Europe. Si les colons pensaient que l'Ouest était maudit, ils ne viendraient pas. Si les investisseurs pensaient qu'il était sauvage, ils ne construiraient pas de chemin de fer. Et ainsi la vérité fut sacrifiée pour protéger l'institution. C'est ainsi que fonctionne la corruption. Elle n'a pas besoin de brûler les preuves dans le feu. Elle n'a besoin que de les enterrer dans le silence. Elle n'a besoin que de laisser la honte fester, jusqu'à ce que les victimes portent le poids elles-mêmes et que les perpétrateurs disparaissent dans le brouillard du temps. Et voici la vérité encore plus sombre. Cette machinerie n'a pas disparu. Elle est seulement devenue plus sophistiquée. Aujourd'hui, quand une corporation empoisonne l'approvisionnement en eau d'une ville, les avocats l'enterrent dans la paperasse. Quand un gouvernement fait la guerre à son propre peuple, il le masque dans un langage de sécurité. Quand les églises couvrent les crimes de leurs prêtres, elles le renomment en pardon. Des outils différents, le même silence, la même pourriture. Les Leclerc nous rappellent quelque chose que les institutions espèrent que vous ne remarquerez jamais, que les systèmes ne sont pas construits pour vous protéger. Ils sont construits pour vous consommer et pour vous garder silencieux pendant que cela arrive. Quand Martine a découpé le corps de son mari et l'a servi à la table familiale, elle n'inventait pas la corruption. Elle la reflétait. Elle faisait à l'échelle domestique ce que le gouvernement, les tribunaux et les églises faisaient déjà à grande échelle. Nourrir les gens d'un mensonge et s'attendre à ce qu'ils l'avalent sans question. Et la partie la plus hantante est celle-ci. Ils l'ont fait. Les frères Leclerc ont mangé le repas. Les enfants ont mangé le repas. Le commissaire a mangé l'hospitalité de Martine quand il est venu enquêter. Tout le monde a consommé le silence. Tout le monde est devenu complice. C'est pourquoi l'histoire a caché l'histoire. Non parce qu'elle était trop grotesque, mais parce qu'elle était trop vraie. Parce qu'une fois que vous voyez les Leclerc, vous ne pouvez pas dévoir le festin plus large. Le désert n'oublie pas, et vous non plus ne devriez pas. Que se passe-t-il quand vous découvrez une vérité que vous n'étiez jamais censé connaître? C'est la question que l'histoire des Leclerc nous impose. Parce qu'une fois que vous la voyez, une fois que vous la goûtez vraiment, vous ne pouvez pas revenir à qui vous étiez avant. Une connaissance de ce genre n'est pas une décoration, c'est une infection. Elle vous remodèle. Pour les descendants Leclerc, le silence est devenu leur héritage. Ils ne l'ont pas choisi mais ils l'ont porté quand même. Imaginez grandir sous un nom de famille que les voisins murmuraient mais n'expliquaient jamais. Imaginez sentir une ombre sur vos épaules sans jamais qu'on vous dise pourquoi elle vous suivait. Les enfants absorbaient la honte de quelque chose qu'ils n'avaient jamais commis. Les petits-enfants sursautaient à des questions qu'ils ne pouvaient répondre. L'identité devenait une prison construite non de ce qu'ils avaient fait, mais de ce qui était caché. Et ce n'est pas seulement la malédiction des Leclerc, c'est la malédiction de chaque famille, chaque institution, chaque nation qui enterre ses péchés. Le poids du silence ne disparaît pas. Il s'incruste dans la génération suivante. Il devient l'air qu'ils respirent, le sol sur lequel ils marchent, les règles non dites qui façonnent leur vie
jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un le sente pressé et demande « Qu'est-ce que nous n'avons pas le droit de savoir ?» Cette question est dangereuse, plus dangereuse que n'importe quelle arme, parce qu'une fois qu'un homme la pose, il commence à voir le modèle partout. Il voit comment les églises enterrent leurs scandales dans les Écritures. Il voit comment les gouvernements enterrent leurs crimes dans des mythes patriotiques. Il voit comment les familles enterrent leur honte dans des histoires à moitié rappelées, toujours coupées court, toujours finissant en silence. Vous voyez, l'histoire des Leclerc n'est pas seulement sur le cannibalisme, c'est sur l'héritage, sur ce qui arrive quand un homme hérite du silence au lieu de la vérité. Quand son identité est sculptée non de ce qui est dit mais de ce qui est enterré, cet héritage crée de la faiblesse. Mais il crée aussi la possibilité de force si vous êtes prêt à l'affronter. Parce que voici le paradoxe, au moment où vous nommez la vérité interdite, le silence perd son pouvoir. C'est ce que Martine a fait cette nuit-là en 1856. Elle a nommé la vérité qu'Armand lui avait imposée pendant 12 ans. Elle a répondu à sa cruauté non avec plus de silence mais avec un couteau. Brutal, oui. Terrible, oui. Mais à cet instant, elle est devenue la seule Leclerc à affronter la vérité plutôt qu'à l'avaler. Et vous qui entendez cela maintenant, on vous offre le même choix. Vous pouvez partir. Laissez l'histoire rester une curiosité grotesque, un conte du passé à classer avec les vieilles légendes, ou vous pouvez la laisser vous changer. Vous pouvez la laisser se graver dans votre identité, parce que les hommes qui voient ce que les autres refusent de voir portent un pouvoir que les autres ne peuvent toucher. Une connaissance dangereuse ne vous rend pas confortable, elle vous rend incassable. Demandez-vous combien de votre propre identité vous a été donnée en silence. Qu'avez-vous été enseigné à ne pas demander, à ne pas remarquer, à ne pas vous souvenir? Quelle vérité attend sous votre propre nom de famille? Les mythes de votre propre pays? Les mensonges de vos propres institutions? Les Leclerc nous montrent le coût du silence. Mais ils nous montrent aussi le chemin de sortie. Affrontez-le, dites-le, refusez de le consommer. C'est ainsi que vous transformez. C'est ainsi que vous reprenez votre nom, votre sang, votre vie du silence qui s'est nourri de vous depuis avant votre naissance. Une fois que vous savez, vous ne pouvez pas revenir, et une fois que vous l'embrassez, vous ne pouvez pas être contrôlé. Chaque empire pense qu'il est immortel. Chaque institution croit pouvoir survivre à la pourriture en elle. Mais l'histoire nous raconte la même histoire encore et encore. Rien ne dévore un système plus vite que le silence qu'il exige. La ferme Leclerc n'était pas seulement une maison, c'était une prophétie. Ce qui s'est passé autour de cette table de cuisine était la même chose qui arrive au royaume, aux églises, au gouvernement, aux dynasties. Ils se nourrissent tous d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'il ne reste que des os dans la cave. Armand pensait être le maître de sa maison. Ses poings étaient la loi, ses mots étaient le jugement. Son silence était imposé par des frères qui riaient et des épouses qui détournaient le regard. Mais au moment où Martine posa son corps sur le billot de boucherie, l'illusion se brisa. Il était devenu le repas, le maître réduit à de la viande, le patriarche consommé par les bouches mêmes qu'il commandait. C'est la loi de la corruption. Le pouvoir se mange toujours lui-même à la fin. Regardez Rome, un empire qui a avalé son propre peuple dans des spectacles de sang jusqu'à ce que les foules elles-mêmes aient faim de la chute de leur maître. Regardez l'aristocratie française dînant dans l'opulence, pendant que le peuple mourait de faim jusqu'à ce que la guillotine nourrisse les rues de sang noble. Regardez les corporations aujourd'hui, empoisonnant les clients mêmes qui les gardent en vie, leur silence se transformant en procès, leur richesse en ruine. Le modèle ne change jamais, le festin revient toujours à la maison. Les frères Leclerc pensaient être innocents. Ils se disaient qu'ils n'avaient pas manié le couteau, n'avaient pas salé la chair, n'avaient pas fait l'acte. Mais l'innocence meurt au moment où vous levez la fourchette. En avalant Armand, ils ont avalé leur propre complicité. Ils sont devenus le système se mangeant lui-même. Et ainsi en est-il de chaque institution. Les gouvernements dévorent leurs soldats, puis élèvent des monuments pour déguiser les os. Les églises dévorent leurs enfants, puis écrivent des hymnes pour couvrir les cris. Les familles dévorent leurs plus faibles, puis enterrent les preuves dans le silence. Le modèle se répète jusqu'à ce que le silence se brise, jusqu'à ce que quelqu'un refuse de manger, jusqu'à ce que quelqu'un dise « assez ». C'est le choix que Martine a imposé à sa famille. Elle leur a donné un repas qu'ils ne pouvaient jamais digérer. Chaque bouchée portait la honte, chaque déglutition portait le silence. Il pensait pouvoir enterrer son acte sous des années de déni, mais le goût persistait. Il persiste toujours. Le silence ne digère jamais. Il ne fait que fermenter. C'est pourquoi l'histoire des Leclerc compte plus que le mythe des cow-boys et des pionniers. Parce qu'elle dépouille le romantisme et vous montre la vérité. La frontière n'était pas à propos de bravoure, c'était à propos de consommation. La terre dévorait les colons. Les colons se dévoraient mutuellement et les institutions qui prétendèrent la civiliser dévorèrent la vérité. Quand vous comprenez cela, vous commencez à voir le modèle partout. Chaque système porte en lui la graine de son propre festin. Chaque silence est une bouche attendant de consommer. La seule question est,
Serez-vous le repas ou serez-vous l'homme qui refuse de s'asseoir à la table? La malédiction des Leclerc n'est pas de l'histoire. C'est un avertissement. La ferme Leclerc est partie maintenant. Les bâtiments se sont effondrés, les clôtures ont pourri, les champs repris par le sable du désert. Mais si vous vous tenez sur cette terre aujourd'hui, si vous sentez le vent se déplacer à travers la plaine du Sahara au crépuscule, vous pouvez le sentir. Le silence persiste encore. Pas le silence de la paix, mais le silence de quelque chose enterré vivant. Les eaux d'Armand ont peut-être été dispersées, mais l'histoire s'accroche au sol. Les rires des frères, les cris dans la cuisine, le grattement du couteau sur le billot. Tout cela s'enfonce dans le sol comme de l'eau dans le sable. Le désert le garde, le désert se souvient. Et quand le vent se lève la nuit, il porte cette mémoire comme de la cendre. Vous voyez, la malédiction des Leclerc n'était jamais seulement à propos d'un repas. C'était à propos du prix du silence, de l'inévitable pourriture, de la loi que chaque système, famille, église, gouvernement, empire, finit par se manger de l'intérieur. Et voici la vérité que personne ne veut affronter. Vous êtes déjà assis à cette table. Les institutions qui vous entourent vous servent des repas chaque jour. Des histoires polies, des histoires réécrites, des scandales effacés. Vous les consommez sans demander. Vous les avalez sans goûter. Et chaque bouchée vous rend complice. C'est pourquoi entendre cette histoire compte. Parce que maintenant vous savez, vous ne pouvez pas prétendre l'ignorance. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas entendre le grattement du couteau derrière le rideau de l'histoire. Vous avez vu ce que fait le silence. Vous avez vu comment les familles portent la honte pendant des générations. Comment les gouvernements enterrent les crimes dans les archives. Comment les églises sanctifient leur propre corruption. Vous avez vu le festin pour ce qu'il est. La seule question qui reste est celle-ci. Continuerez-vous à manger? Les hommes qui entendent cela et partent inchangés ne seront pas différents de Jacques et Guillaume levant leurs bouteilles pendant que le corps de leur frère rôtissait dans la cuisine. Mais les hommes qui le laissent les marquer, les hommes qui refusent le silence, ce sont ceux qui ne seront pas dévorés. Et ainsi, je vous demande une dernière fois, écrivez-le, scellez-le, gravez-le dans votre identité. Je ne mangerai pas leur silence. Faites-le, pas pour moi mais pour vous-même. Pour la partie de vous qui sait que l'histoire n'est pas ce qu'on vous a dit. Pour la partie de vous qui refuse d'hériter de la honte, refuse d'avaler les mensonges, refuse de nourrir des systèmes qui se nourrissent de vous. Martine Leclerc a pris un couteau et a mis fin à 12 ans de cruauté. Son acte était brutal, terrible, inoubliable, mais il a déchiré le silence. Vous n'avez pas besoin d'un couteau, vous avez besoin de votre voix. Vous avez besoin de votre refus. Vous avez besoin de votre clarté. Souvenez-vous de cela. Le désert n'oublie rien. Et vous non plus ne devriez pas. Une fois que vous entendez cette histoire, vous n'êtes plus le même homme qu'avant. Vous la portez maintenant, et avec elle, vous portez le choix. Soyez le repas, ou soyez celui qui s'éloigne de la table. Le festin se produit encore. Décidez maintenant si vous le ferez.